Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu présent pour cette nouvelle e-live consacrée, comme vous le savez aujourd'hui, aux nouveautés dans le domaine du diabète. Alors ce thème me tient particulièrement à cœur car ces 10 dernières années, il s'est produit dans le domaine de la diabétologie une véritable révolution technologique dans la prise en charge du diabète. Qu'il s'agisse des nouveaux dispositifs de mesure du taux de sucre qui a véritablement bouleversé le quotidien des patients diabétiques en les libérant de la contrainte des piqûres au bout du doigt, qu'il s'agisse des nouvelles pompes de plus en plus petites, de plus en plus performantes, de l'arrivée imminente du pancréas artificiel, et puis également l'essor de ce qu'on appelle l'e-médecine, c'est-à-dire toutes ces applications qui vous sont maintenant proposées sur le diabète, les objets connectés et ce qu'on appelle la télésurveillance. Donc toutes ces nouvelles techniques ont véritablement modifié les pratiques médicales et la relation entre le médecin et le patient. On est sorti du paternalisme médical et de la dimension totalement verticale de la relation médecin-patient pour rentrer dans l'ère de la décision médicale partagée. Voilà, donc en attendant vos questions, je vais commencer par répondre à un certain nombre de questions qui nous ont été posées durant cette semaine. Donc une question de Josette qui demande comment fonctionne la pompe à insuline, les pompes à insuline et notamment la pompe patch Omnipod. Alors, la pompe à insuline, en fait, c'est un petit boîtier qui contient un réservoir d'insuline et qui est doté d'un moteur qui va pousser cette insuline dans un fil qu'on appelle un cathéter qui est relié au tissu sous-cutané et c'est comme ça que de l'insuline d'action immédiate va être administrée en continu aux patients. Alors, ça, c'est ce que je viens de vous décrire, c'est ce qu'on appelle les pompes avec fil, mais comme je vous l'ai dit, il y a eu de grandes avancées technologiques et on dispose maintenant de pompes dont le réservoir en fait communique directement avec le tissu sous la peau comme un patch. Et c'est ce qu'on appelle donc les pompes patch, dont celle qui est commercialisée actuellement s'appelle la pompe Omnipod. Une autre question de Yolande qui demande est-ce qu'elle peut faire un don de ses îlots de Langerhans à son fils? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les îlots de Langerhans, les îlots de Langerhans, ce sont les cellules du pancréas qui permettent de fabriquer l'insuline. Alors, Yolande, je vous réponds non, on ne peut pas faire don de ses îlots, de ses propres îlots à son fils, parce qu'on utilise pour ce qu'on appelle les greffes d'îlots des pancréas de donneurs qui sont décédés. Donc, on ne peut pas vous enlever une partie de vos îlots. Si on doit utiliser votre pancréas, on sera obligé d'enlever tout votre pancréas, ce qui vous rendra diabétique. Et donc, ce qui pose également un problème éthique, puisque quand on est diabétique, c'est pas un risque vital, donc on dispose de temps avant de pouvoir bénéficier de greffe d'îlots. Donc, on peut très bien attendre d'avoir une greffe d'un patient qui est d'un donneur décédé et ne pas avoir à donner ses propres îlots qui vont évidemment vous rendre diabétique. Voilà, donc la réponse est non. Également, une question de Maëva qui demande pourquoi le freestyle libre ne peut pas être utilisé chez les enfants de moins de 4 ans?
Alors, c'est tout simplement parce que les études qui ont été réalisées avant la commercialisation du freestyle libre n'ont pas été faites chez des enfants de moins de 4 ans. Donc, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas les utiliser. Alors, on peut espérer qu'à l'avenir, des études soient faites chez des enfants plus petits pour que ces tout petits enfants puissent bénéficier de ce dispositif de mesure du glucose. Vous n'êtes pas pressés pour poser des questions, hein, ceux qui sont en direct. Hein. Vous me dites bonjour, c'est très gentil, vous êtes très polis, mais j'attends vos questions. Donc, en attendant, je continue à répondre à des questions, donc, posées durant la semaine. Quelqu'un me demande s'il va exister des nouvelles générations de pompes patch. Alors, la réponse est oui. Elles sont d'ailleurs déjà commercialisées pour certaines aux États-Unis, aux Pays-Bas et en Chine. Ce sont des pompes en fait de plus en plus petites, des pompes miniaturisées qui vont donc être de moins en moins contraignantes à utiliser, enfin à porter pour le patient diabétique. Alors après, la limite des pompes miniaturisées, c'est le réservoir d'insuline, parce qu'on ne peut pas réduire de plus en plus le réservoir d'insuline. Donc, si on veut après avoir des pompes vraiment très petites, il faudra réussir à développer des insulines plus concentrées pour réduire le volume de l'insuline. Voilà, donc oui, des pompes patch de plus en plus petites, ça arrive, ça va arriver en France dans les années qui viennent, mais par la suite, il faudra aussi réfléchir à des insulines de plus en plus concentrées pour réduire le volume et donc le réservoir d'insuline. Quelqu'un me demande, concernant le freestyle libre, la personne dit c'est super le freestyle libre, mais des fois ça colle pas, ça pose des problèmes pour le garder 14 jours. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce dispositif, je vous disais qu'il y avait eu une véritable révolution technologique avec notamment donc l'arrivée et surtout le remboursement du freestyle libre, qui est un petit capteur qu'on pose à la partie postérieure du bras et qui mesure non pas le taux de sucre dans le sang, mais le taux de sucre dans l'eau du corps, hein, ce qu'on appelle le tissu sous-cutané. Et effectivement, alors ce dispositif a l'énorme avantage d'éviter les piqûres au bout du doigt, puisque une fois que vous avez posé ce capteur, il suffit de scanner en fait au niveau du capteur et vous pouvez, autant de fois que vous le voulez dans la journée, savoir quel est votre taux de sucre. En plus, ce capteur enregistre en continu votre taux de sucre, donc c'est plus qu'un simple dispositif de contrôle du glucose, c'est carrément une mesure de votre taux de glucose en continu. Mais effectivement, dans certains cas, ça pose des problèmes pour les gens qui transpirent beaucoup, notamment. Ce capteur peut se décoller. Et dans ce cas-là, malheureusement, il n'y a pas de mesure miracle qui permet de remédier au problème. Alors, on a ce qu'on appelle des colles médicales, ce qu'on appelle le tensospray, qui va parfois permettre de mieux coller, mais ce n'est pas toujours vrai chez tous les patients. Parfois, certains patients développent aussi des problèmes d'allergie en regard donc, du capteur. Dans ce cas-là, on leur conseille de mettre des films de protection cutanée comme le Cavilon ou alors carrément des Opsite ou ce qu'on appelle du Dioderme, qui est un pansement en fait, de protection pour limiter le risque allergique. Voilà, donc voilà pour les questions qui ont été posées durant la semaine. Maintenant, donc, il va falloir que vous soyez actifs parce que j'attends vos questions en direct. Donc, je ne sais pas si il y en a encore. Alors, sinon, moi, je peux continuer à répondre à d'autres questions, hein, parce que je n'ai pas répondu à l'intégralité des questions qui ont été posées dans la semaine.
Alors oui, il y a eu une question de Maëva qui demandait quelles sont aujourd'hui les possibilités pour avoir les glycémies de ses enfants depuis son travail. Alors, je vous parlais tout à l'heure de e-médecine, c'est-à-dire de médecine numérique. Hein, et effectivement, il existe actuellement un certain nombre d'applications pour le diabète. Alors, il y a une centaine actuellement d'applications francophones dans le domaine du diabète que vous pouvez télécharger à partir de votre smartphone. Et notamment, il y a ce qu'on appelle des carnets virtuels connectés. Ces applications vont permettre effectivement d'avoir la possibilité de regarder à distance les glycémies de vos proches. Voilà. Donc, il suffit de télécharger une application comme il y a différents types d'applications de carnets connectés. Hein. Il y a ce qu'on appelle l'application Bante, il y a l'application Diabète Passeport, l'application Diabète Partenaire. Et puis évidemment, je ne suis pas exhaustive, hein, il y a un certain nombre d'applications qui vont vous permettre de suivre à distance les glycémies de vos enfants. Donc ça, c'est vrai que pour un certain nombre de parents qui sont angoissés, notamment quand leurs enfants sont petits, sont à l'école et qui veulent savoir où ils en sont au niveau de leur glycémie, ben, c'est un moyen très efficace de pouvoir suivre à distance les glycémies de vos enfants. Alors, quand je parlais tout à l'heure de médecine, de e-médecine, ça comporte, comme je vous l'ai dit, donc toutes ces applications du diabète. Il y a en gros trois grandes catégories d'applications. Hein. Il y a ce qu'on appelle, je viens d'en parler, les carnets connectés ou les carnets virtuels. Il y a également des applications d'aide à la diététique ou d'aide à la quantification des glucides pour les patients qui font ce qu'on appelle de l'insulinothérapie fonctionnelle. Et puis, il y a également des applications qui concernent des aides à l'activité physique, des applications de coaching ou autres. Voilà, donc tout problème de ces applications, c'est qu'elles ne sont à l'heure actuelle pas très bien contrôlées. Il y a très peu de législation qui entoure ces applications. On a il n'y a pas véritablement de label. Alors certes, ce qu'on appelle la haute autorité de santé a déterminé un cahier des charges pour la réalisation de ces applications, mais à l'heure actuelle, il n'y a aucune évaluation scientifique de ces applications. Ça veut dire que demain, n'importe qui n'est pas forcément spécialisé dans la diététique peut, s'il a certaines compétences informatiques, développer une application sans que pour autant elle soit évaluée. Donc c'est important lorsque vous utilisez une application d'en parler à votre diabétologue pour savoir en fait si vous pouvez avoir confiance en cette application. Ce qui se développe également, ce sont justement des applications, une médecine, si vous voulez, une e-médecine qui est adossée à une organisation médicale. Et ça, c'est ce qu'on appelle la télésurveillance. On en fait dans le service, hein, on a plusieurs programmes de télésurveillance. Et ça vous assure en fait une évaluation médicale que vous n'avez pas dans les applications que vous pouvez trouver sur Internet. Alors, je vois qu'il y a des questions pour les personnes qui sont en direct. Sylvie me pose une question. Elle me dit « Je rêve de cette pompe ». Alors, je ne sais pas de quelle pompe elle me parle, mais mon diabétologue ne veut pas. Pourtant, j'ai un super diabète. Alors, je crois que Sylvie souligne un problème important.
On a actuellement en France, comme vous le savez, de plus en plus de diabétiques. Il y a une véritable épidémie de diabète, hein, vous le savez. On a 4 millions de diabétiques en France et pourtant on a seulement 40 000 personnes qui sont traitées par pompe à insuline. Ça veut donc dire qu'il y a effectivement une sous-prescription de ce type de dispositif qui pourtant est un dispositif extrêmement intéressant puisqu'il ça reste quand même le meilleur traitement, notamment chez le diabétique de type 1. Donc, Sylvie, je ne sais pas si vous avez un diabète de type 1 ou un diabète de type 2. Je ne sais pas quel type de pompe vous vouliez, mais quoi qu'il en soit, il serait intéressant que votre diabétologue soit plus réceptif à votre désir d'avoir une pompe à insuline. Une autre question de Poussin Maille qui me dit « Bonjour docteur, mon médecin m'a prescrit de l'Ozempic à 0,5 mg, mais mon pharmacien me dit que ça commence à 0,25 ». Alors, l'Ozempic, qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau médicament pour le diabète, alors plutôt le diabète de type 2. Hein. C'est ce qu'on appelle un analogue du GLP-1. Alors bon, c'est un terme qui est un petit peu compliqué. C'est en gros un médicament qui va aider le diabétique de type 2 à être mieux équilibré, parce que ça va stimuler la fabrication d'insuline par le pancréas, mais ça va avoir également un effet positif sur son poids. En moyenne, les patients qui sont sous analogue du GLP-1, donc par exemple l'Ozempic, perdent entre 4 et 8 kilos dans les 3 premiers mois. Et ensuite, il y a un plafond en fait au niveau de la perte de poids. Alors, l'Ozempic, comme l'Ozempic a un effet sur la digestion, puisque ça ralentit la vidange de l'estomac, effectivement, au départ, il faut le prescrire à faible dose pour avoir une meilleure tolérance. Sinon, vous risquez d'avoir des nausées, des vomissements. Donc, l'Ozempic, en général, effectivement, on commence à 0,25 mg pendant 15 jours, un mois, avant de passer à 0,5 mg pendant 15 jours, un mois. Et ensuite, on passe à la dose efficace à 1 mg. Alors, pourquoi je dis la dose efficace? Parce que si vous avez de l'Ozempic à simplement 0,25 ou 0,5, peut-être que vous le tolérerez mieux sur le plan digestif, mais par contre, il n'y aura pas l'effet de 4 à 8 kilos, comme je vous l'ai dit, sur le poids. L'effet sur le poids ne se manifeste qu'à 1 mg. C'est pour ça que je dis que c'est la dose efficace. Voilà, donc l'Ozempic aura le double intérêt de diminuer ce qu'on appelle l'hémoglobine glyquée. Hein. L'hémoglobine glyquée, c'est la moyenne de vos glycémies sur les 3 derniers mois. Et en moyenne, la prise d'Ozempic fait baisser de 1% votre hémoglobine glyquée. Mais à condition de le prendre à 1 mg. Et puis, vous aurez un effet positif sur le poids par ce ralentissement de la vidange de l'estomac qui fait qu'au départ, on peut avoir quelques troubles digestifs, mais si c'est mis en place de manière progressive, eh ben, ces troubles digestifs vont s'atténuer au fil du temps et disparaître totalement au bout d'environ un mois de traitement. Voilà. Karine pose une question qui n'est pas en lien direct avec le thème d'aujourd'hui, mais je vais quand même répondre à sa question. Elle me dit que son hémoglobine glyquée, est-ce que l'hémoglobine glyquée reste élevée en cas de traitement par metformine? Alors, tout dépend du type de diabète. Si vous avez un diabète qui débute, eh bien, la metformine seule peut permettre d'obtenir un bon équilibre de votre diabète. Si en revanche, vous êtes diabétique depuis plus longtemps ou que vous respectez mal les règles diététiques, c'est-à-dire l'alimentation équilibrée et que vous ne faites pas d'activité physique, et bien très rapidement, la metformine risque de ne plus suffire et on sera à ce moment-là obligé d'intensifier votre traitement. C'est une question de Séverine
qui me dit qu'elle est diabétique de type 2, qu'elle avait 11,1% d'hémoglobine glyquée en avril 2019 et qu'elle pesait 142 kg pour 1,63 m et qu'elle a perdu beaucoup de poids puisqu'aujourd'hui elle est à 85 kg. Et elle se demande pourquoi la glycémie est plus élevée le matin. Alors, chez un diabétique, la glycémie s'élève le matin et c'est vrai que ça a souvent tendance à surprendre les patients qui disent ben, « moi je ne comprends pas, j'ai été à jeun, je suis à jeun depuis la veille, pourquoi est-ce que le matin au réveil à jeun, j'ai ma glycémie qui est plus élevée ?» et même plus élevé que le reste de la journée. C'est tout simplement parce que la nuit, vous avez une production de sucre par le foie. Pourquoi? Parce que la nuit, vous avez un certain nombre d'hormones, dont une qu'on appelle le glucagon. Et cette hormone, elle va avoir un effet de stimulation de la fabrication donc, de sucre par le foie. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle le matin et jusqu'au milieu de matinée, généralement, on a un taux de sucre dans le sang qui est élevé. Alors c'est pas toujours le matin au réveil à jeun, en tout cas chez un diabétique de type 2, c'est pas toujours le matin au réveil à jeun. La glycémie généralement la plus élevée chez un diabétique de type 2, elle se situe vers 10 h du matin, c'est-à-dire à peu près 2 heures après le petit déjeuner. Pourquoi? Parce que d'abord, le petit déjeuner, c'est un repas particulièrement glucidique. Hein, c'est là où on prend le plus de glucides, c'est le matin. Et on l'associe moins à la prise de graisse et de protéines. Et d'autre part, c'est le moment où ce qu'on appelle la résistance à l'insuline est la plus élevée, jusqu'à à peu près 10 h du matin. Voilà pourquoi la glycémie au petit matin et jusqu'à 10 h du matin est particulièrement élevée chez un patient diabétique de type 2. Sylvie me pose une question. Elle me dit qu'elle a fait un bypass il y a 2 ans, qu'elle avait un diabète très déséquilibré et que depuis qu'elle a fait ce bypass, le diabète a disparu. Alors, Sylvie a raison en grande partie, puisqu'effectivement, dans le diabète de type 2, ce qui favorise, vous le savez bien, le diabète de type 2, c'est le surpoids ou l'obésité. Donc, si on agit sur le poids, eh bien, en tout cas, si on perd beaucoup de poids, eh bien, on peut, dans certains cas, pas toujours, faire non pas disparaître le diabète, parce que le diabète ne disparaît pas, mais il va se mettre en veilleuse. C'est ce qu'on appelle la rémission. Hein. La personne reste diabétique, mais elle est en rémission pendant parfois plusieurs années. Donc, votre diabète est en rémission, il n'a pas disparu. Est-ce qu'il y a un risque qu'il reparte un jour? Oui, mais ça peut être dans 2 ans, dans 5 ans, dans 20 ans. Ça va être étroitement lié à l'évolution de votre poids. Si vous gardez le poids qui est le vôtre actuellement, il y a des chances que vous puissiez garder ce diabète en rémission pendant encore longtemps. Si en revanche vous reprenez du poids, le diabète va aller dans le même sens. Une question de Sylvie qui dit que sa petite fille de 5 ans a un diabète de type 1 qui n'arrive pas à se régulariser. Et elle demande si une pompe serait plus pratique. La réponse est oui. Les pompes à insuline ne sont pas réservées aux adultes. On les prescrit chez les enfants à partir de 2 ans même. On peut même mettre des pompes chez des enfants même plus petits dans certains cas. Et effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, ça reste le traitement numéro 1, le meilleur traitement pour le diabète de l'enfant, c'est-à-dire le diabète de type 1. Donc effectivement, a fortiori, si on n'arrive pas à régulariser ce diabète chez cette petite fille de 5 ans, il serait particulièrement intéressant de mettre en place une pompe à insuline, voire même de mettre en place une pompe à insuline associée à un capteur de glycémie qui
et de lui mettre en place ce qu'on appelle une pompe qui serait peut-être même encore meilleure pour régulariser son diabète. Lionel pose une question, il dit qu'on lui a affirmé qu'une injection hebdomadaire d'une seule molécule pourrait remplacer tous les comprimés de la semaine. En avez-vous entendu parler? Alors là, je crois qu'il y a une petite confusion. Il existe effectivement une molécule, je vous en ai parlé tout à l'heure, qu'on peut administrer de manière hebdomadaire. Donc, il s'agit de ces fameux analogues du GLP-1. Donc, c'est l'Ozempic, le Trulicity. Mais ces médicaments sont rarement utilisés seuls. Souvent, ils sont utilisés en association avec des comprimés ou avec de l'insuline qui, eux ou elles, ne peuvent pas être réalisés qu'une seule fois par semaine. Donc, effectivement, il existe des injections hebdomadaires de médicaments qui vont, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avoir un effet bénéfique à la fois sur l'équilibre du diabète et sur votre poids, mais en aucun cas, ça ne peut remplacer les autres comprimés. Une autre question que je vois ici. Donc, une dame qui me dit qu'elle est à 3 injections par jour et qu'elle ne supporte plus parfois et qu'elle n'a plus envie de se piquer. Donc, effectivement, comme je le disais en préambule, il est en train de se faire actuellement une révolution technologique dans le domaine du diabète pour non pas faire disparaître toutes les contraintes, parce que je pense que quand on a un diabète, on aura toujours un certain nombre de contraintes à respecter, mais en tout cas, cette révolution a permis de réduire considérablement les contraintes, notamment liées aux injections. Comme je vous dis, avec l'avènement de ces pompes à insuline qui sont sous-prescrites, à mon sens. Vous savez que ces pompes à insuline, au départ, étaient destinées aux diabétiques de type 1 avec un certain nombre de critères assez restrictifs. De plus en plus, elles ont tendance à se démocratiser. Mais malgré tout, on reste dans des habitudes de prescription qui font que souvent, on ne va prescrire la pompe que quand on n'arrive vraiment plus à faire autrement, sans forcément tenir compte du confort du patient ou du désir du patient de se simplifier la vie et de se dégager de certaines contraintes liées aux injections. Donc, je vous comprends tout à fait si parfois vous supportez plus de vous piquer alors ça peut être lié à une difficulté, à une difficulté à accepter son diabète, parce que c'est vrai que le diabète est une maladie chronique, comme je vous l'ai dit, il y a des contraintes. Et ces contraintes, au long cours, elles peuvent devenir insupportables. Et donc, pour vous, je pense que ce serait bien. Alors, je ne sais pas, vous ne m'avez pas précisé si vous aviez un diabète de type 1, un diabète de type 2, mais quoi qu'il en soit, si vous avez 3 injections d'insuline, on peut très bien, si vous avez cette usure dans cette lassitude de vous piquer, on a tout à fait la possibilité de vous proposer un traitement par pompe à insuline. Comme je vous l'ai dit, les traitements par pompe à insuline, ça peut être des pompes avec fil, des pompes sans fil. Il y a des avantages et des inconvénients pour chacune de ces pompes. Les pompes avec fil, l'inconvénient, c'est que le fil est souvent considéré par certains comme un fil à la patte, en quelque sorte. Donc, certains vont lui préférer les pompes patch, qui sont des pompes donc sans fil, plus petites, puisqu'elles sont miniaturisées. Mais l'inconvénient de ces pompes patch, c'est que d'une part, on ne peut pas les mettre chez tous les diabétiques, puisque le réservoir dû à leur petite taille est limité en quantité. Et donc, si vous avez plus de 60 unités par jour, vous ne pouvez pas disposer d'une pompe patch. Et d'autre part, quand vous avez une pompe patch, vous ne pouvez pas vous déconnecter de votre pompe.
Or, il y a certains patients qui ont besoin par moment de se déconnecter de leur pompe pour prendre leur douche, pour faire certaines choses. On a le droit de se déconnecter de la pompe maximum 1 à 2 heures. Alors, on ne conseille pas de se déconnecter aussi souvent et aussi longtemps, mais en tout cas, c'est possible. Voilà, donc il y a toutes sortes de pompes à insuline qu'on peut vous proposer. Et si vous avez ces 3 injections et que vraiment vous êtes lassé de vous piquer 3 fois par jour, on peut tout à fait vous proposer un autre type de traitement. Donc, je vous suggère fortement de vous rapprocher de votre diabétologue pour en discuter avec lui. Alors, une question de Séverine qui me dit « J'ai réussi à descendre le diabète sans médicaments, mais j'ai toujours plus de glycémie le matin. Peut-être que je dors trop. Peut-être que je dors trop. » Non, ça j'ai déjà répondu à la question. Hein. En fait, alors d'une part, effectivement, on peut arriver à faire descendre le diabète par une hygiène de vie adaptée, c'est-à-dire une diététique équilibrée. Si vous avez un surpoids ou une obésité, perdre quelques kilos, environ entre 5 à 7% de votre poids corporel va avoir un effet très bénéfique sur votre diabète. Une activité physique régulière, alors il est conseillé en général de réaliser au moins 30 minutes de marche 5 fois par semaine chez l'adulte, 1 heure 5 fois par semaine chez l'enfant ou l'adolescent. Mais malgré tout, malheureusement, malgré les règles hygiéno-diététiques, on n'arrive pas toujours à se passer de médicaments. Je dirais même que très fréquemment, au bout de quelques années de diabète, on est quasiment toujours obligé d'associer ces règles diététiques et cette activité physique à une prise de comprimés ou une prise d'insuline. Voilà, donc les médicaments, le diabète sans médicaments, pourquoi pas, mais à condition de maintenir votre hémoglobine glyquée au-dessous de 6,5% ou en tout cas au-dessous de 7%. Si vous passez au-dessus, il sera nécessaire d'associer un médicament. Et pour la glycémie plus élevée le matin, j'ai déjà répondu à cette question. Voilà. Ensuite, d'autres questions. Je vais faire monter pour accéder aux questions. Voilà, alors entre-temps, j'ai eu la réponse de Sylvie. Tout à l'heure, Sylvie, c'était celle qui me demandait pourquoi elle ne pouvait pas avoir une pompe à insuline. Elle me dit qu'elle est diabétique de type 2. Eh bien, comme je vous le disais tout à l'heure, l'Omnipod, donc puisqu'elle veut a priori l'Omnipod, l'Omnipod c'est une pompe patch que l'on ne peut avoir que si l'on n'a pas plus de 60 unités d'insuline par jour. Donc, si vous avez une quantité d'insuline plus importante, on ne pourra pas vous la mettre. Par contre, si vous avez moins de 60 unités d'insuline, vous pouvez tout à fait être candidate, même si vous êtes diabétique de type 2, à l'utilisation de cette pompe. Alors, une question d'Émilie qui me demande de parler du pancréas artificiel. Comment peut-on être éligible ? Alors, le pancréas artificiel, tout le monde en a peut-être entendu parler, mais d'abord, c'est un terme qui prête à confusion. Quand on dit pancréas artificiel, certains pensent que c'est un pancréas qu'on va greffer dans le ventre. C'est absolument pas ça. Hein. Un pancréas artificiel, c'est tout simplement une pompe intelligente. Je m'explique. Vous avez actuellement sur le marché des pompes qui donc administrent, comme je vous l'ai dit, de manière continue de l'insuline d'action immédiate dans le tissu sous-cutané. Actuellement, on a certaines pompes qu'on appelle la pompe 640G qui arrive à communiquer avec un capteur de glycémie qu'on met sous la peau, qui communique avec le capteur
et de manière à pouvoir arrêter la pompe à insuline en cas de risque d'hypoglycémie, avant même qu'il y ait une hypoglycémie. Donc, c'est ce qu'on appelle les pompes connectées. Donc, on est déjà dans une pompe semi-intelligente qui communique avec le capteur et qui arrive à arrêter l'administration d'insuline en cas de risque d'hypoglycémie. Donc, c'est déjà ça un grand progrès pour les patients qui ont un risque hypoglycémique important. Alors, le pancréas artificiel, c'est un pas encore supplémentaire, c'est-à-dire que le pancréas artificiel, c'est trois choses. C'est un capteur qui va prendre votre taux de sucre dans le tissu sous-cutané, et ce capteur va donner des informations à la pompe à insuline donc en permanence, il va dire à la pompe à insuline quel taux de sucre vous avez. Il va renseigner la pompe sur votre taux de sucre, et la pompe va être dotée d'une sorte de cerveau qu'on appelle un algorithme, et cet algorithme va être capable, en réponse donc au capteur, à réguler de manière automatique votre quantité d'insuline, votre débit d'insuline à administrer. Donc, c'est ça le pancréas artificiel. C'est une pompe dotée d'un algorithme qui est capable donc de réguler de manière automatique les quantités d'insuline à administrer en fonction de ce que lui dit le capteur de glycémie. Voilà, donc ce pancréas artificiel, ce n'est pas tout à fait une boucle fermée, parce que il va quand même falloir, au moment des repas, rentrer en fait la quantité de glucides que vous mangez, donc pour renseigner la pompe sur les quantités de bolus à administrer au moment des repas. De la même façon, quand vous allez faire une activité physique, il va y avoir une certaine inertie, en tout cas au départ, parce que la pompe, il va lui falloir du temps pour réguler en fait le débit d'insuline en fonction de l'activité physique, en fonction de ce que vous mangez. Voilà, donc on parle actuellement non pas d'une boucle fermée, mais d'un pancréas hybride. C'est-à-dire qu'il va fonctionner de manière automatique, certes, mais à peu près 75% du temps. Et les 25 autres % du temps, il faudra quand même reprendre la main, notamment au moment des repas, comme je vous l'ai dit, pour rentrer la quantité de glucides, pour renseigner la quantité de glucides et permettre à la pompe d'administrer les bolus adéquats. Alors, il faut savoir qu'actuellement, il y a 2 pancréas artificiels qui ont eu ce qu'on appelle le marquage CE. Donc, le marquage CE, ça veut dire qu'on est déjà très avancé sur ces pancréas artificiels, mais il va falloir encore, pour avoir le remboursement et donc pouvoir l'utiliser de manière beaucoup plus large, avoir donc le consentement donc du ministère de la Santé et de la Haute Autorité de Santé, qui nous demande encore de faire des études pour prouver en fait l'efficacité en fait de ce pancréas artificiel. C'est la raison pour laquelle, pour l'instant, il n'est utilisé que dans le cadre de protocoles d'études, et le service d'endocrinologie du centre hospitalier de Perpignan a été choisi parmi les centres donc qui allait initier une étude au mois de février, courant 2020, une étude donc sur le pancréas artificiel. Donc, pour rentrer dans l'étude, puisque c'était la deuxième partie de la question que posait cet internaute, donc il faudra se rapprocher du service d'endocrinologie, qu'on vous voit en consultation, et si vous répondez aux critères d'inclusion, eh bien à ce moment-là, vous devrez signer un consentement et vous rentrerez donc dans cette étude que nous mènerons et qui, je l'espère à terme, permettra un remboursement et une démocratisation, c'est-à-dire une prescription à plus large échelle du pancréas artificiel. Alors, le pancréas artificiel, c'est source de beaucoup d'espérance de la part des patients, à juste titre, mais il ne faut pas croire que, là encore, ça va dédouaner, ça va exonérer de toutes les contraintes liées au diabète.
Au départ, au contraire, il faudra être particulièrement vigilant pour permettre justement à l'algorithme, pour permettre à cette pompe d'être la plus intelligente possible, pour permettre à l'algorithme de s'adapter du mieux possible à votre cas personnel. Puisqu'un algorithme, au départ, c'est un algorithme qui est standard. Or, vous n'êtes pas standard. Vous êtes le patient, vous êtes Sylvie, vous êtes Marie, vous êtes... voilà. Donc, il va falloir que cet algorithme puisse après s'adapter à chaque personne. Et pour ça, ça va demander votre contribution. Donc, il ne faut pas attendre du pancréas artificiel monts et merveilles. Ça va pas fonctionner de manière complètement automatique sans que vous ayez plus rien à faire. Mais ça va, si vous y mettez l'investissement nécessaire au départ, ça va permettre d'améliorer beaucoup, en tout cas nous l'espérons, la qualité de vie de patients diabétiques. Ok, alors ensuite, on me pose une question, donc une autre question sur le pancréas artificiel. Est-ce que le pancréas artificiel sera disponible pour tous? Alors, au départ, malheureusement, non. Hein, vous avez compris que toute cette nouvelle technologie, même si elle aura tendance à se démocratiser, eh ben, elle a un coût. Et que donc on est surveillé quand même par nos autorités de santé pour justement ne pas abuser de tous ces coûts de santé. Donc au départ, les critères de prescription vont être quand même assez restrictifs. Hein. Ce ne sera pas réservé à tous les diabétiques. D'abord, ce sera que les diabétiques de type 1 hein, et non pas les diabétiques de type 2. Donc, les diabétiques de type 1 et ce sera réservé au départ aux diabétiques de type 1 qui sont soit instables, soit qui sont particulièrement déséquilibrés, donc dont l'hémoglobine glyquée est particulièrement élevée. Donc nous espérons par la suite que si ça fonctionne bien, on puisse l'élargir à d'autres patients. Ce qu'il faudra également essayer de démontrer, c'est que ce pancréas artificiel permet de diminuer les complications du diabète et s'il y a moins de complications, eh bien, il y aura à terme moins de coûts de santé puisque on sait que le diabète, c'est énormément de coûts de santé. Hein, on est à 10% des dépenses totales de santé liées au diabète, mais que 90% des dépenses de santé liées au diabète sont liées à la prise en charge des complications. Je le dis et je continuerai à le dire, ce qui fait la gravité du diabète, c'est pas le diabète, c'est les complications que le diabète peut entraîner. Je vous rappelle que l'espérance de vie d'un patient qui est diabétique et qui n'a pas de complications est la même que celle d'un patient non diabétique. Donc ce qui fait la gravité du diabète et ce qui coûte cher, hein, c'est les complications. Donc, si on arrive à trouver des traitements qui, à la fois, améliorent l'équilibre glycémique et qui démontrent que ça diminue l'apparition des complications du diabète, ou en tout cas que ça ralentit leur apparition, eh bien, je pense qu'on pourra proposer des traitements, même au départ, qui paraissent chers, à de plus en plus de patients. La deuxième partie de la question, c'était est-ce que le pancréas artificiel pourrait être disponible même dans les hôpitaux qui ne font pas de télémédecine? Alors, c'est une excellente question. Alors, je rappelle à ceux qui ne le savent pas que la télémédecine, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut être des applications, des objets connectés, mais qui sont adossés à une organisation médicale. Donc, il y a une évaluation médicale. Et une surveillance médicale, un accompagnement. Hein, parce que le mot-clé, un des mots-clés, je pense, quand on parle de nouvelles technologies, quand on parle de nouvelles nouveautés dans le domaine du diabète et de nouvelles technologies, quand on parle de révolution technologique, c'est qu'il va falloir accompagner cette révolution technologique. Hein. Il est important de garder une dimension humaine. Hein. Certes, la e-médecine, la m-médecine, donc la médecine numérique, c'est intéressant, mais elle est intéressante si elle garde son lien avec l'humain. Et pour garder son lien avec l'humain, il faut garder ce contact permanent entre le médecin et le patient.
Parce qu'on aura beau nous expliquer que des applications ou de coaching, par exemple, peuvent remplacer la relation de confiance qu'on peut établir, l'alliance thérapeutique qu'on peut établir avec son médecin. Moi, je suis persuadée que rien ne remplace ce lien qui est vraiment un lien à part. Et moi, je suis intimement convaincue qu'on peut continuer à faire de la médecine humanisée, hein, la médecine qui reste une médecine humaine, tout en utilisant la technologie. Hein. Donc l'un l'un ne s'oppose pas à l'autre, et je pense que on ne peut pas, au XXIe siècle, dire je ne m'intéresse pas aux applications sur le diabète, je ne m'intéresse pas à la médecine numérique, mais je crois qu'il faut la garder dans ce cadre humain. Voilà. Et la télémédecine, c'est ça, hein, c'est garder une organisation humaine pour encadrer en fait toutes ces applications. Donc, effectivement, le pancréas artificiel, au départ, comme je vous le disais, pour qu'il puisse être efficace, il faudra que ce fameux algorithme, cet algorithme s'adapte au patient. Et pour s'adapter au patient, il faudra suivre le patient. Et le patient ne pourra pas se suivre lui-même tout seul. Il faudra qu'il se suive en association avec son médecin qui lui a prescrit de ce pancréas artificiel. C'est le principe même de la télémédecine. Donc je dirais que les hôpitaux qui ne font pas de télémédecine, ils pourront peut-être prescrire le pancréas artificiel, mais ce ne sera pas dans les meilleures conditions. Je crois que la télémédecine est un outil vraiment intéressant pour la prescription et pour accompagner la prescription de ce pancréas artificiel. Alors, les questions pleuvent, donc je vais essayer de répondre à certaines. Évidemment, on ne pourra peut-être pas répondre à toutes aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, nous y répondrons lors des prochaines e-live. En tout cas, je vous remercie de poser toutes ces questions. Je vois que vous êtes de plus en plus actifs et ça me tient particulièrement à cœur parce que ça veut dire qu'on est vraiment dans ce dialogue que veut le service d'endocrinologie de l'hôpital de Perpignan, que veut nouer le service avec ses patients ou avec ses internautes atteints de diabète ou qui s'intéressent au diabète. Alors, Jackie me dit, donc bon, je ne dirais pas le début de là, je n'arrive pas à voir. D'accord, donc ça c'était quelqu'un en fait qui disait qu'il avait du mal à avoir un rendez-vous. Donc, alors c'était pas tout à fait l'objet de la question à poser pendant une e-live, mais nous tenons compte de ce que dit Jackie et je le note. Je ne sais pas comment. Je n'arrive pas à aller dessous. Alors, un pharmacien me pose une question pour me dire qu'un patient lui a demandé comment faire avec sa pompe à la plage. Alors, il lui a demandé en particulier s'il y avait des précautions particulières. Donc, vous savez que les pompes en fait à insuline sont étanches. Néanmoins, il n'est peut-être pas conseillé quand même d'aller faire de la plongée sous-marine avec sa pompe à insuline, ni même de mettre de mettre du sable sur sa pompe. Donc, lorsque vous êtes à la plage, vous avez deux possibilités. Tout dépend déjà de l'amplitude horaire. Hein. Si vous allez à la plage sur 1 heure, il est possible de tout simplement, si vous avez une pompe déconnectable, de vous déconnecter de votre pompe et de la remettre 1 heure après quand vous avez terminé. Il est possible aussi de la garder et à ce moment-là de mettre un accessoire de manière à la protéger et à éviter tout contact, notamment avec le sable. Je vous dis, avec l'eau, c'est moins embêtant parce que c'est étanche. Avec le sable, ça pose quand même un peu plus de problèmes. Alors, si vous avez une pompe patch, donc non déconnectable, comme je vous l'ai dit, elle est étanche, donc jusqu'à 2 mètres.
enfin, vous pouvez aller dans l'eau, mais vous ne pouvez pas aller à 3 ou 4 mètres de profondeur. Mais vous pouvez vous baigner avec, le risque quand même étant que cette pompe se décolle. Voilà, donc c'est le décollement de la pompe qui peut parfois poser problème, si bien que ça conduit certaines personnes qui vont beaucoup à la plage l'été, et ben de repasser en fait aux injections l'été, donc au stylo l'été, et de mettre leur pompe les mois d'hiver, enfin tous les mois où ils ne vont pas à la plage. Alors, donc ça c'est une dame qui me dit qu'elle a fait des allergies avec le freestyle. Voilà, donc les allergies avec le freestyle, on en a déjà parlé, hein, malheureusement, ça peut arriver. Heureusement, c'est une minorité de patients, mais ça peut arriver. Et dans ce cas-là, comme je vous l'ai dit, on a des films de protection cutanée qu'on peut appliquer, mais ça ne marche pas toujours. Et dans certains cas, on est malheureusement obligé d'interrompre ce type enfin, on est obligé d'arrêter ce type de surveillance par freestyle à cause de ces allergies. Alors, on a interrogé un certain nombre de fois le laboratoire qui produit ces capteurs. Ils sont évidemment en train de réfléchir à des moyens de limiter ce risque allergique, mais heureusement, comme je vous l'ai dit quand même, ça concerne fort heureusement donc une minorité de patients. Alors, quelqu'un me dit des îlots de l'Enguerrance à l'hôpital de Perpignan, c'est pour quand? Alors, c'est pas pour tout de suite, tout simplement parce que actuellement, les îlots d'Enguerrance, ça n'est proposé que dans le cadre de protocoles d'études cliniques. Donc, c'est pas utilisé en pratique courante. Et actuellement, il y a uniquement les CHU, donc les centres hospitaliers universitaires, et en plus pas tous, hein, mais en tout cas certains, ceux de Toulouse notamment et de Montpellier qui font ça. Donc on y réfléchit, mais ce ne sera pas pour tout de suite. Donc si vous voulez si vous êtes candidat, si vous pensez être candidat à un traitement par greffe d'îlot, c'est tout à fait possible de consulter à l'hôpital de Perpignan qui travaille en étroite collaboration avec le centre hospitalier universitaire de Montpellier. Et si vous pouvez être candidat à ce type de traitement, eh ben, nous vous adresserons aux personnes donc spécialisées dans cette prise en charge. Sachez que, parce que vous allez me dire, mais donc alors sachez que la greffe d'îlot, ça s'adresse essentiellement donc à des patients diabétiques de type 1 qui sont soit très instables, c'est-à-dire que ça reste quand même le traitement de dernière intention. Si malgré tous les traitements qu'on a proposés aux patients, on a toujours une grande instabilité avec des alternances d'hypo et d'hyper, que la qualité de vie est exécrable à cause de cette instabilité glycémique, on peut être amené à proposer ce type de traitement. Et le deuxième cas où on le propose, c'est quand le patient a une greffe de rein, et qu'on ne peut pas faire une greffe une transplantation pancréatique parce que c'est à risque. Dans ce cas-là, on peut lui proposer une greffe d'îlot. Il faut savoir que ces greffes d'îlot, ça se fait par la radiologie interventionnelle. On vous greffe des îlots par la veine du foie qu'on appelle la veine porte, et on met ces îlots donc dans votre foie. Ces îlots vont permettre d'obtenir une insulino-indépendance, donc vous n'avez plus besoin d'insuline dans 8 cas sur 10 au bout de 1 an. Malheureusement, après 5 ans de greffe, on n'a plus que à peu près 7 patients sur 10 qui restent insulino-indépendants. Donc ça veut dire que la réussite à 5 ans est de 70% à peu près, contre plus de 80% à 1 an. Pourquoi? Parce que actuellement, on a des récidives en fait de diabète sur ces greffes. Voilà ce qu'on peut dire sur les greffes d'îlot. Quelqu'un me dit
quelle est la bonne attitude à avoir pour l'entourage ou les secours en cas de malaise chez un patient porteur d'une pompe à insuline? Alors, tout dépend en fait du type de pompe à insuline que vous avez. Si vous avez une pompe connectée, c'est-à-dire une pompe, comme je vous en parlais tout à l'heure, qui est connectée à un capteur qui va renseigner la pompe quand vous êtes à risque de faire une hypoglycémie, et bien la pompe en fait va régler le problème d'elle-même, c'est-à-dire qu'elle va arrêter, la pompe va s'arrêter avant même que vous fassiez au moment où vous faites l'hypoglycémie, mais en tout cas elle va s'arrêter. Dans ce cas-là, il n'y a pas nécessité d'intervention de l'entourage, etc. Si par contre vous avez une pompe à insuline non connectée, c'est-à-dire qui ne s'arrête pas spontanément, effectivement, le risque, notamment si cette hypoglycémie se produit la nuit, c'est que la pompe à insuline continue à infuser de l'insuline, alors même que le patient fait une hypoglycémie. Donc dans ce cas-là, si vous avez si la personne qui a cette pompe présente des signes évocateurs d'hypoglycémie, il ne faut pas hésiter donc à le réveiller et s'il n'est pas réveillable, à lui injecter ce qu'on appelle du glucagène, qui est une hormone, en fait c'est du glucagon, c'est une hormone hyperglycémiante qu'on injecte aux patients diabétiques qui n'est pas en mesure de se resucrer et ça va réveiller à ce moment-là le patient. Voilà. Si on n'est pas en mesure si on n'a pas ce glucagon à disposition, on peut toujours essayer de resucrer le patient par voie orale s'il reste conscient, mais s'il n'est pas conscient, ça peut être plus dangereux que bénéfique de vouloir le resucrer par voie orale s'il n'est pas conscient. Dans ce cas-là, effectivement, il faut appeler les urgences, appeler les pompiers ou le SAMU qui interviendront, nous l'espérons, dans les plus brefs délais. Alors, quelqu'un me dit les thérapies cellulaires, comment cela fonctionne? Donc, les thérapies cellulaires, on en a déjà parlé. Ce sont en grande partie donc les greffes d'îlots, ce qu'on appelle les greffes d'îlots de Langerhans. Ces greffes d'îlots de Langerhans, comme je vous l'ai dit, ce sont des greffes qui sont réservées à des patients diabétiques de type 1 qui sont instables ou qui ont eu une greffe rénale, parce que ça nécessite quand même des traitements anti-rejet, ce qu'on appelle des traitements immunosuppresseurs, qui ne sont pas des traitements dénués de tout risque. Alors actuellement, parce que le problème des greffes d'îlots, c'est le manque de donneurs, puisque je vous l'ai dit, ce sont des donneurs, c'est des pancréas de donneurs décédés. Et en général, pour une seule greffe d'îlot, il faut 2 pancréas. Donc ça vous donne un peu une idée des pénuries qu'on peut avoir en termes d'îlots à greffer. Donc on cherche de plus en plus des alternatives à ces greffes d'îlots, et puis des alternatives aussi à la nécessité de devoir prendre un traitement anti-rejet, qui, comme je vous l'ai dit, n'est pas dénué de tout risque. Donc, de plus en plus, on s'intéresse à ce qu'on appelle des autogreffes de cellules souches, c'est-à-dire c'est à partir de vos propres cellules, notamment des cellules de la peau, qu'on appelle des fibroblastes, et ben on les différencie et sont à l'étude donc des greffes de cellules souches pluripotentes qui vont progressivement se différencier et devenir donc des cellules capables de fabriquer de l'insuline. Voilà, donc il y a ces thérapies qui sont à l'étude, mais qui, pour l'instant, ne sont évidemment ni faites à grande échelle et encore moins remboursées. Vous savez aussi peut-être qu'il y a à l'heure actuelle des études en termes d'immunothérapie, notamment pour essayer de prévenir le diabète de type 1. Donc, il y a 2 types d'immunothérapie. Il y a des immunothérapies à base d'anticorps, ce qu'on appelle des anticorps monoclonaux, qui vont, parce que dans le diabète de type 1, ce qui cause en fait la destruction des cellules qui fabriquent l'insuline, c'est ce qu'on appelle une maladie auto-immune. Donc, c'est un dérèglement de votre système immunitaire. Et donc, l'immunothérapie, ces anticorps monoclonaux, en fait, ils vont être dirigés contre les cellules qui détruisent en fait ces îlots de Langerhans, ces cellules qui fabriquent l'insuline. Et il y a des études qui ont été faites, notamment à l'hôpital Necker, où on a administré à des enfants
qui présentaient déjà des anticorps. On leur a administré pendant 2 semaines ces fameux anticorps monoclonaux et on a pu retarder l'apparition du diabète d'environ 2 ans. Voilà. Et ce qui est à l'étude également, c'est la vaccination. C'est carrément des fragments d'antigènes d'îlots qui sont présentés en fait au système immunitaire pour lui apprendre en fait à tolérer en fait ces antigènes et à éviter la réaction auto-immune qui est responsable de l'apparition du diabète de type 1. Donc il y a beaucoup de choses qui sont à l'étude dans ce domaine-là. Ensuite, on est un peu à la... D'accord, on est un peu à la fin, mais écoutez, on va faire durer le plaisir, hein, puisqu'il y a encore beaucoup de questions. Alors, une très bonne question. Bonjour, sait-on quand pourrons-nous bénéficier du Dexcom G6 en France? Alors, je vois qu'il y en a qui sont particulièrement renseignés sur les nouveaux capteurs de glycémie. Donc, on a parlé beaucoup ce matin du freestyle libre, c'est-à-dire du capteur qu'on plaçait à la face postérieure du bras et qui permettait d'éviter les piqûres au bout du doigt. Mais on a moins parlé des autres types de capteurs qui, eux, sont, on va dire, moins glamour au départ parce qu'ils vont nécessiter ce qu'on appelle des calibrations, c'est-à-dire de continuer à faire des contrôles au bout du doigt, enfin, en tout cas 2 contrôles au bout du doigt au départ, pour être fiable, contrairement au freestyle libre, donc qui ne nécessite plus du tout de contrôle au bout du doigt. Donc, il y a à l'heure actuelle ce qu'on appelle le Dexcom G4 et G5 et le capteur Enlight. Mais comme je vous l'ai dit, ces capteurs nécessitent des calibrations. Le Dexcom G6, on l'attend avec beaucoup d'impatience, tout simplement parce que c'est un capteur qui va pouvoir être connecté avec une pompe et donc utilisé pour le pancréas artificiel, pour un autre type de pancréas artificiel, et qui ne nécessitera pas de calibration. C'est-à-dire que vous pourrez l'utiliser comme vous utilisez le freestyle libre, sans avoir nécessité de faire au moins 2 contrôles de glycémie au bout du doigt. Donc, le Dexcom G6, c'est pour très bientôt, je dirais courant 2020. Voilà. Eh bien, écoutez, il est maintenant un peu plus de 11 heures. Donc, on va mettre un terme à cette e-live, non sans vous souhaiter une bonne fin de matinée, une bonne après-midi, un bon week-end. Et puis, nous vous attendons, bien entendu, nombreux pour la prochaine e-live conférence qui sera animée par le docteur Nelly Mortiniera. Le thème de cette nouvelle e-live conférence vous sera communiqué rapidement. Voilà, donc je remercie en tout cas toutes celles et ceux qui ont posé les questions qui ont permis donc d'animer cette e-live d'aujourd'hui. Vous pouvez continuer pour tous ceux qui ne sont pas en mesure d'assister en direct à ce Facebook Live, à déposer donc vos questions. Et nous y répondrons donc lors des prochaines e-live. Voilà, je vous remercie et au revoir.